La France doit-elle accueillir l'Aquarius, ce bateau avec 58 migrants à son bord et qui erre en Méditerranée? Le projet de bioéthique qui a été rendu aujourd'hui par le Comité national d'éthique, qui n'est pas un projet mais qui est un avis plus exactement, la taxe poids lourd, l'avenir du nucléaire en France. C'est avec Mathieu Orphelin que nous sommes ce matin, qui est un député de la REM, La République En Marche, de Maine-et-Loire. Mathieu Orphelin, bonjour. Bonjour à vous. Dans l'Écho du Figaro. Alors, il y a l'Aquarius, ce bateau donc, qui appartient à deux associations humanitaires, SOS Méditerranéen et Médecins Sans Frontières, qui est quelque part en Méditerranée, qui demande de pouvoir accoster en France. Est-ce qu'il faut recevoir ce bateau ou pas? Il faut trouver un port pour débarquer ce bateau, effectivement. Il demande Marseille. Il demande depuis hier soir. Donc là, on est à J+1. Je crois que l'ensemble des pays progressistes sur ce sujet-là, dont la France, sont en train de discuter pour voir effectivement entre eux quel est le meilleur port pour débarquer. Vous n'avez pas répondu. Non, si, je vous réponds justement. Il faut absolument qu'il y ait un port européen qui l'accueille. Est-ce que c'est Marseille? Est-ce que c'est un autre port français? Est-ce que c'est un autre port européen? Il faut trouver la solution collectivement. Je vous réponds clairement à votre question. C'est la troisième fois qu'il y a un événement comme celui-là. En juin, il y avait eu l'Aquarius qui avait débarqué à Barcelone, à Valence, et avec là une solution coordonnée entre quelques pays européens sur la répartition des demandeurs d'asile. Ensuite, on avait eu un deuxième événement en début août, avec là un bateau qui avait finalement débarqué à La Valette, à Malte, là aussi avec une réponse coordonnée entre quelques pays progressistes. Donc là, moi je sais, j'imagine que les pays qui ont envie d'avoir une réponse à la hauteur des enjeux humanitaires, c'est un sauvetage humanitaire, il ne faut pas l'oublier, eh bien j'ai bon espoir que dans les prochaines heures, les pays trouvent effectivement un compromis. Nathalie Loiseau, qui est ministre des Affaires européennes, ne veut pas qu'il accoste à Marseille, semble-t-il. Elle dit qu'il doit accoster là où, au port le plus proche. Cette notion de port le plus proche, et en tout cas de distance ou de temps de parcours, le minimum, c'est celle qui est inscrite dans le droit maritime international. Donc c'est des choses à prendre en compte. Et effectivement, peut-être qu'il y a des ports plus adaptés que Marseille. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les uns et les autres se gardent vraiment de dire c'est à Marseille et nulle part autre ailleurs. Je crois que ce n'est pas du tout ça. C'est trouvons une solution. Encore une fois, il faut que les gens aient en tête que c'est peut-être l'Italie. Pourquoi l'Italie les refuse? L'Italie a une réponse qui est de dire nous n'accueillerons plus rien. Vous l'approuvez cette évidemment solution? que non, évidemment que non. Mais à chaque fois, il y a une autre réponse possible qui est celle d'Emmanuel Macron, de tous les pays qui ont envie d'avancer, l'Espagne, Malte, le Portugal, l'Allemagne, pourquoi pas. Si l'Aquarius arrivait à Marseille, d'abord, il y a le port. D'abord, je pense que c'est un sauvetage humanitaire. Donc on ne va pas laisser le bateau divaguer avec la cinquantaine de personnes à bord qui ont failli mourir, parce que ces personnes-là, elles ont fui l'enfer. Si jamais il n'y avait pas l'Aquarius, peut-être qu'elles auraient péri en mer. Donc ce qui est important, c'est choisir un port de débarquement, mais c'est derrière, surtout, acter entre les différents pays volontaristes une répartition des demandeurs d'asile, comme ça a été fait pour les épisodes de juin et d'août. Quel regard portez-vous sur ces associations humanitaires qui portent secours à ces migrants? Certains disent qu'ils exercent des pressions, qu'ils instrumentalisent la misère de ces migrants. Qu'est-ce que vous dites? C'est évidemment pas du tout ce que je pense. Imaginez, depuis le début de l'année, il y a plus de 1500 migrants qui sont morts, noyés dans la Méditerranée. Sur cette belle Méditerranée, je crois que c'est horrible. Ces gens-là, ils fuient l'enfer. Et donc aujourd'hui, heureusement qu'il y a du travail des ONG et notamment de celles qui... Vous demandez au gouvernement français d'accueillir l'Aquarius? Moi, je fais toute confiance au gouvernement français. D'ailleurs, les services du Premier ministre l'ont redit hier soir pour trouver une solution coordonnée. Vous êtes sur la même ligne que le gouvernement là-dessus? Moi, je pense que la réponse, elle ne peut être que collective entre les pays. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser le débat. Regardez ce qui s'est passé à Valence. À Valence, les Espagnols l'ont pris, le bateau, et puis après, il y a eu répartition des migrants. Une répartition. À Malte, la Valette, c'était la même chose. Donc, trouvons le bon port. On vous sent embarrassé quand même. Non, moi je ne suis pas du tout embarrassé. Si vous pourriez me dire, non, pas Marseille, oui, Marseille. Eh bien oui, mais ça, c'est pas du tout ma façon de faire. Moi, je préfère être dans le fond des sujets. Et je dis que la bonne question, c'est une réponse coordonnée, répartition des demandeurs d'asile entre les différents pays concernés. Et encore une fois, il faut pas focaliser. Vous êtes tous d'accord dans le groupe à l'Assemblée nationale sur le groupe à l'AREM là-dessus? J'imagine que l'humanité, ça fait partie de nos valeurs fondatrices et que personne d'entre nous n'imagine dire
comme le font les Italiens, on n'accueille pas. Donc ça, je crois que c'est très clair là-dessus. Encore une fois, c'est un sauvetage s'il arrive à Marseille, humanitaire. vous ne direz pas non. Écoutez, il reste le bateau hier soir, il était à 4 jours de Marseille, de mer. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a des ports qui sont plus proches. Je ne dis pas que ce n'est pas Marseille. Je dis que Marseille ou un autre port français ou européen, mais en tout cas, il faut que les pays se mettent d'accord sur un port. Bien sûr, c'est moins simple que de dire c'est Marseille ou rien ou c'est pas Marseille ou rien. Ce n'est pas ma façon de faire sur un sujet où les réponses ne peuvent être que collectives. Et il faut qu'on trouve d'ailleurs des mécanismes pour... Il y aura d'autres événements comme ça. On est sur des petits nombres à chaque fois. Là, on est sur une 50aine de demandeurs d'asile, mais il faut qu'on ait des mécanismes de réponse à ces phénomènes. D'accord. Ce matin, le Conseil national d'éthique, je le disais, on change de sujet, a rendu son avis qui ne lie pas le gouvernement. On va voir ce que le gouvernement va en faire, et le président de la République notamment, et qui dit ce rapport, eh bien, il faut ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, c'est-à-dire aux femmes lesbiennes et aux femmes seules. D'accord avec ça ? Oui, à titre personnel, je suis favorable, mais ce qui est important là, c'est qu'on a ce rapport du Conseil d'éthique qui redit effectivement être favorable à la PMA pour toutes, pour les femmes célibataires et pour les femmes en couple lesbien. Donc c'est évidemment quelque chose qui clôt les assises sur la bioéthique et qui va être un élément de plus pour qu'on puisse sereinement tout à fait traduire dans la loi cet engagement qu'avait pris Emmanuel Macron pendant la campagne. On sent que le président de la République redoute quand même que ça fracture la société française. Il avait dit qu'il attendait effectivement ce rapport donc, qui dit clairement les choses. Donc je pense que c'est un élément de plus pour l'inscrire dans la loi. C'est important. Il a pris un engagement. Nous devons le tenir. Mais aussi pour faire que le débat soit le plus serein possible. Parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui sont contre l'inscription. Vous les comprenez, ces gens-là ? Mais ils ont leurs raisons religieuses, idéologiques, etc. Donc ça, je ne vais pas juger. Mais nous, on a pris un engagement. Le Conseil d'éthique nous dit effectivement y être favorable. Il faut aujourd'hui qu'on le traduise le plus rapidement possible dans la loi. Et je trouve que c'est une vraie avancée pour l'égalité, je vous le dis très clairement. Vous avez une sensibilité écologique plutôt. José Bové, qui est un écologiste de longue date, est contre lui la PMA, au nom d'une certaine logique d'ailleurs, pas de manipulation du vivant. Il peut y avoir des prises de position des uns et des autres. Moi, je dis que... Là-dessus, vous êtes en désaccord avec Bové ? Oui, ça me fait plaisir d'avoir un point de désaccord avec lui, parce qu'on est souvent d'accord sur tellement de sujets. Non, mais ça étant dit, ce qui est important, c'est engagement présidentiel pris. Et aujourd'hui, la grande majorité des élus La République En Marche et Modem qui sont pour concrétiser ça dans la loi. Et je le dis il faut faire attention que les uns et les autres, les mots qu'on utilise, il ne faut pas refaire un débat trop clivant. Nous avons pris un engagement, nous allons le traduire dans la loi. Ce projet de loi, si le président de la République va dans ce sens, il doit arriver chez vous avant la fin de l'année ? Il arrive cette année. D'accord. Alors, il y a le budget qui a été présenté, le projet de loi de finances qui a été présenté, qui montre un budget avec une sensible augmentation des fonds pour l'écologie, donc de quelques 30 milliards d'euros, je crois, 30 millions d'euros, parce qu'on est autour de 10 milliards au total, mais c'est... de mémoire, l'augmentation, c'est 700 millions d'euros, ou peut-être plus que ça, oui. Mais en revanche, des suppressions de postes, ça vous satisfait ? Les suppressions... Quelques 1000 suppressions de postes au ministère de l'écologie. Globalement, là aussi, on a dit ce qu'on allait faire dans les 5 ans sur les suppressions de postes dans la fonction publique d'État. Le chiffre sur lequel Emmanuel Macron s'était engagé, c'était 50 000 emplois. Mais ce qui est important, là, on commence... plus doucement. Je trouve que c'est bien parce qu'effectivement, il ne faut pas supprimer des postes dans la fonction publique. Pour supprimer des postes, il faut améliorer les choses et après, mécaniquement. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt, c'est ce que nous disent un certain nombre de nos opposants, en dessous de notre objectif de réduction des postes dans la fonction publique. Moi, ça me va bien. D'accord. Autre nouveauté qui a été remise au goût du jour, c'est le nouveau ministre de l'écologie qui l'a annoncé hier ou dimanche en disant une taxe poids lourd doit être envisagée d'ici à 2019, donc qui taxerait notamment, a-t-il dit, les poids lourds étrangers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, alors qu'il y a eu un précédent malheureux avec cette écotaxe qui, finalement, a été abandonnée ? Il ne faut surtout pas refaire l'écotaxe, ça c'est clair. C'est une histoire de portique. Par contre, il faut regarder les choses en face. Et nous l'avions, moi j'étais un des membres du Conseil d'orientation des infrastructures, on a rendu au début de l'année un rapport au gouvernement pour dire qu'il faut investir plus dans les routes et dans le chemin de fer. Et effectivement, on a un grand enjeu de
d'améliorer les déplacements du quotidien et de régénérer et entretenir les réseaux existants. Et la catastrophe de Gênes nous l'a rappelé. Donc nous avons cet enjeu-là. Et pour ça, il faut investir plus. Le gouvernement a dit on va investir 40% de plus. Et donc, il faut des moyens financiers. Taxe poids lourd, vous êtes pour ou contre? Attendez, soit c'est de la réorientation d'argent financier, comme c'est fait pour cette année 2019. Donc je crois qu'il y a 300 millions d'euros en plus qui est fait par réallocation de moyens existants. Pour la suite, puisque l'année prochaine, le gouvernement table sur une nouvelle augmentation de 500 millions, il ne faut pas se raconter d'histoire, il faut des moyens en plus. Donc on avait mis des scénarios sur la table. Pourquoi pas une redevance transitoire pour les poids lourds français et étrangers pendant 2 ou 3 ans? Première option, qui est celle auquel faisait référence, je pense, François de Rugy. Et vous êtes favorable à ça? Deuxième option, moduler les signaux fiscaux existants sur le diesel professionnel. Est-ce que vous êtes favorable à cette taxe? Moi, je pense que c'est un des outils intéressants parce qu'effectivement, il permet de taxer les transporteurs étrangers parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale des transporteurs étrangers. Il faut donc créer cette taxe. C'est une solution intéressante. Surtout pour les transporteurs étrangers? Non, mais pour l'instant, à moins que quelqu'un trouve une solution miracle, mais pour l'instant, un outil comme ça, il doit s'appliquer à l'ensemble du transport étranger et français. Vous savez que les transporteurs vont bloquer les routes s'il y a une nouvelle taxe. Il faut qu'on discute avec eux. Le gouvernement avait dit qu'il n'y aura pas de nouvel impôt avec nous. Attendez, il faut qu'on discute. Je crois que les enjeux en termes de mobilité, d'infrastructures, les enjeux de régénération, d'entretien des infrastructures font qu'on doit investir plus. Je crois que c'est dans l'avantage de personne de préparer un délabrement de notre réseau et ce n'est pas l'avantage des transporteurs routiers ou d'avoir une tragédie comme ça a pu arriver chez nos amis italiens. Donc il faut regarder tout ça en face. Sébastien Lecornu, qui est le secrétaire d'État à l'écologie, était ce matin chez des confrères et il a dit sur la fermeture de Fessenheim, qui est donc une des centrales françaises nucléaires, a répondu qu'il fallait attendre que l'EPR de Flamanville démarre. Ça sera vraisemblablement, dit-il, fin 2019, parce qu'il y a eu beaucoup de retard. C'est votre avis? Il faut attendre que l'EPR soit en fonction? Ce qui est sûr, c'est que le nucléaire, et notamment l'EPR de Flamanville, nous coûte toujours plus cher que ce qui est annoncé. Flamanville, c'est 3,5 fois le budget initial. Et avec des délais très importants. Donc moi, je crois qu'il faut que la France arrête d'investir autant dans le nucléaire. Je regardais les chiffres du budget 2019. Sur la recherche publique en France, on continue d'investir 2 fois plus dans le nucléaire que dans les énergies renouvelables. Je vous parle du budget 2018-2019. Et ça, vous êtes en désaccord avec le gouvernement là-dessus alors? Il faut qu'on réoriente nos priorités énergétiques sur la maîtrise de l'énergie, les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, l'hydrogène, etc. On peut faire beau. Oui, la France est en retard. On a dit qu'on allait aller plus vite, mais on peut aller beaucoup plus vite. Et il faut arrêter de surinvestir dans cette énergie nucléaire qui n'est pas la solution aux défis énergétiques de demain. Et donc, très clairement, il faut là de la recherche au développement, mais aussi sur les soutiens de l'État, qu'on réoriente tout sur la sobriété et les énergies renouvelables. La discussion n'est pas fermée, puisque la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui devait être bouclée cet été, est toujours pas bouclée pour les années à venir. Ça va très loin, c'est 2019, 2023, 2024, 2028. Pourquoi ça bloque? Bon, là, il y a eu le changement de ministre d'État. Que vous regrettez? Tout le monde connaît mes liens avec Nicolas Hulot, donc effectivement, ce n'était pas un bon moment, cette rentrée. Maintenant, il faut que ça marche, il faut que ça continue de pouvoir avancer. Et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est annoncée maintenant pour fin octobre, sera un bon marqueur de, effectivement, est-ce qu'on accélère la transition énergétique. Vous allez faire pression, là, pour que justement... Il ne s'agit pas de faire pression, mais il s'agit de dire oui. Vous allez dire oui, il faut que la maîtrise de l'énergie soit réorientée. Oui, il faut que la maîtrise de l'énergie soit au cœur de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Oui, il faut qu'on se donne un nouveau mécanisme pour fermer les centrales, qu'on ne refasse pas ce qui a été fait à Fessenheim, vous l'avez montré tout à l'heure, ça fait des années que ça dure, rien n'a été fait. Il faut qu'on investisse plus dans les énergies renouvelables, il faut enfin qu'un plan hydrogène et un plan de stockage de l'énergie soient à la hauteur des enjeux, c'est tout ça. Oui, si je ferai pression pour tout ça, positivement, pour que ça avance. Vous êtes nombreux à la REM pour ça? Oui, je crois que sur les questions de transition écologique vous êtes et à peu près énergétique, tous d'accord? Je pense que c'est un de nos marqueurs. Même votre président de groupe maintenant, Gilles Legendre, il a mis dans sa profession de foi, il avait mis en premier tiret le premier enjeu à relever, la transition écologique. Je suis sûr que ce n'est pas que des mots, en tout cas il va nous le prouver dans les prochains jours et semaines. Alors vous êtes satisfait, il y a un amendement qui vous était cher, c'est dans le cadre de la loi Pacte, qui est une loi qui est destinée à faciliter la vie des entreprises, pour faire schématique. Et vous souhaitiez que soient publiés par les entreprises les écarts de salaire entre les salaires les plus élevés et les moins élevés,
Cet amendement a été adopté. Vous êtes satisfait ? Oui, alors ce n'est pas encore adopté. Bruno Le Maire a annoncé ce matin bonne voie. Effectivement qu'il allait porter un amendement gouvernemental sur le sujet. C'est bien, on a trouvé un bon compromis. Ce n'est pas tout à fait mon amendement de départ avec la cinquantaine de collègues La République En Marche, mais c'est un bon compromis. C'est-à-dire qu'on aura pour toutes les grandes entreprises, effectivement à la fois la référence au salaire. Entreprises de plus de combien de salariés ? Alors là, ça va être toutes les entreprises cotées, donc c'est plus de 500. C'est le CAC 40 alors ? Non, c'est plus que le CAC 40. C'est toutes les entreprises cotées, donc c'est plus de 500 entreprises en France, où on va avoir l'écart entre le salaire des plus hauts revenus et le salaire moyen et le salaire médian. Ça risque pas de détériorer l'ambiance dans les entreprises ? Non, parce que vous ne pourrez pas avoir le salaire du voisin. Par contre, on va pouvoir voir que tous les excès vont pouvoir être visibles maintenant. On a des patrons qui gagnent 300 ou 400 fois le salaire médian dans l'entreprise. Ça n'a évidemment aucun sens. D'accord. Dernière petite question. Il était question de créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale avec quelques députés de l'AREM, des radicaux. Il devait y avoir Manuel Valls, mais je crois qu'il est appelé à d'autres destins. Est-ce qu'il va avoir lieu Est-ce qu'il va se créer ce groupe ? Difficile pour moi de répondre. Je ne suis pas à l'initiative de cette oui, mais vous étiez pas initiative-là. Non, moi j'ai toujours dit que pour l'instant, peut-être un jour, on va faire. Non, mais pour l'instant, je pense que pour avoir des grandes avancées, il vaut mieux les avoir tous ensemble. Mais c'est pas. Je respecte ceux qui pensent différemment parce que la situation est dure. Il faut vraiment accélérer la transition écologique. Et on va avoir besoin de belles avancées dans les prochaines semaines pour rester tous ensemble. On est avec Mathieu Orphelin, le député LaREM du Maine-et-Loire, et on va continuer cette émission avec vos questions, chers internautes, et l'excellent Valentin Pilate qui est parmi nous. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour. Une première question de jeune Sacha, je le cite. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui La République En Marche est en train de couler ? Je vais rajouter le commentaire de Claudie. Je la cite. J'en ai ras-le-bol de ce gouvernement, le peuple se meurt de taxes et d'impôts. Le ressenti que j'ai sur ce Facebook Live depuis le début, c'est qu'ils sont assez critiques, il faut le dire, sur La République En Marche et le bilan d'Emmanuel Macron. Et la question du pouvoir d'achat. Question du pouvoir d'achat, effectivement. Je crois que quand on échange avec des gens dans la circonscription, etc., on a ce ressenti effectivement, notamment des retraités sur le pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'un certain nombre de mesures correctives qui ont été annoncées, par exemple par Édouard Philippe il y a quelques jours, sur 300 000 personnes qui étaient juste au-dessus des seuils, qui vont être exonérées de la hausse de CSG. Ça, c'est des mesures qui vont dans le bon sens. Et il faut entendre. Moi, je crois que c'est ce qui fait la marque de La République En Marche, entendre ce que les gens ont à dire. Il y a beaucoup des mesures qu'on a mises en place que les gens vont voir dans les prochains jours. Par exemple, la baisse de la taxe d'habitation. Moi, en allant interroger les gens dans ma circo il y a 3 semaines, j'ai vu que beaucoup de gens n'avaient pas du tout encore en tête qu'ils allaient avoir 30% de taxe d'habitation en moins d'ici 15 jours. C'est un défaut de pédagogie, ça ? Très clairement, oui, on a fait beaucoup, tant mieux, il y a beaucoup à faire, etc. Mais je crois qu'effectivement, moi, quand je vais voir les gens dans ma circonscription et je leur dis quelles sont les 2 meilleures mesures ou les 2 mesures qui vous semblent la moins adaptées dans ce qu'on a fait, il y a une personne sur 2 qui dit je ne sais pas vraiment ce que vous avez fait. Et donc, il y a des enjeux de pédagogie, il y a des enjeux de présenter les choses de façon plus globale, parce qu'effectivement, sur le pouvoir d'achat... Il faut récupérer le coup sur les retraités, parce qu'on voit quand même dans les sondages qu'ils s'éloignent de vous. Hein. Non, mais il s'agit d'avoir que chacun puisse se faire une vision juste. Et donc, effectivement, par exemple, pour les retraités, il faut avoir la hausse de la CSG, mais toutes les mesures positives, baisse de taxe d'habitation, reste à charge zéro sur les lunettes, etc., et toute augmentation du minimum vieillesse, etc. C'est dans cette globalité qui va permettre à chacun de juger la globalité de notre action. Alors on l'a vu pour le budget de 2019, il va y avoir beaucoup d'économies à venir. Et j'en viens à la question d'Anaïs. Quels postes sont visés à être supprimés justement dans la fonction publique pour ces économies ? Alors il y a le ministère de l'écologie est concerné en l'occurrence. Hein. Je l'ai dit, moi globalement, vous comprendrez bien que les suppressions de postes ne sont pas mon outil préféré, mais ce qui est clair, c'est qu'Emmanuel Macron avait pris un engagement. Il faut réduire la dépense publique dans notre pays. Oui, il faut réduire la dépense publique, parce que si vous voyez les évolutions de la dépense publique, par exemple si on compare avec l'Allemagne, et de la dette publique, on est 10 à 15 points de et surtout on a fait un grand décrochage sur les 10 dernières années, on était à peu près au même ratio d'endettement du pays avec l'Allemagne il y a 10 ans, et on voit que les courbes aujourd'hui ont complètement divergé. Donc oui, il y a quelque chose à faire, il faut mieux dépenser la dépense publique, et ça passe effectivement par un certain nombre de décisions, optimiser dans certains services les dépenses, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit un objectif en tant que tel. Il faut que on améliore les services publics, et du coup, on peut avoir sur certaines missions un petit peu moins de personnes.
Alors, en annonçant votre venue aujourd'hui sur Twitter, c'était la question de Lester qui nous a répondu à ce tweet. Dans quelle mesure les députés de La République En Marche peuvent-ils nous garantir qu'ils exercent véritablement leur travail de députés ? Autrement dit, certainement l'absentéisme. Est-ce qu'il y en a au sein du groupe En Marche ? Et demandez-vous régulièrement des comptes au gouvernement ? On essaye de le faire, effectivement. Moi, je peux vous redire. Il y a la réunion du mardi matin, notamment. Oui, puis il y a loi après loi. Si vous me demandez ce qu'on a obtenu sur la loi Asile, sur la loi Agriculture et Alimentation, sur le budget 2018, vous avez sur été le budget entendu 2019, mais pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses. Oui, moi, je peux vous dire, loi après loi, ce qu'on a gagné. Et on est plutôt aujourd'hui à nous dire, vous déposez trop d'amendements, La République En Marche, que pas assez. Au début, on nous disait, vous êtes que des godillots. Maintenant, on nous dit que vous êtes que des frondeurs, etc. etc. Donc là encore, c'est par la preuve. Bien sûr, c'est par les présences, parce que c'est important d'être là, mais c'est aussi sur à quoi, sur chaque loi, le groupe parlementaire il a servi pour faire avancer les choses pour les Français, pour l'économie, pour la solidarité, pour l'écologie. À quoi, sur quelle loi on a permis de faire avancer les choses. Allez, une dernière question, ce sera celle de Micheline sur Facebook. Pourquoi Gérard Collomb, qui n'est pas d'accord avec le président, ou même qui vise la mairie de Lyon, ne démissionne-t-il pas ? C'est tenable, la position. Est-ce que pour vous, il devrait démissionner ? Alors, je ne vais surtout pas vous dire, je ne vais pas lui donner de conseils à Gérard Collomb. Moi, je pense sincèrement, comme peut-être pour Manuel Valls, avec ces annonces possibles du jour, que c'est difficile de vouloir tout faire en même temps. D'accord. Voilà. Mais j'ai sûrement pas, moi, parlementaire, de conseils à donner. Vous estimez que c'est compliqué d'être à la fois ministre de l'Intérieur, qui est une charge lourde, et candidat ou avoir la tête pré-candidat à Lyon. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Vous souhaiteriez que... Non, moi je souhaite rien. Oui. Je sais juste que je ne serais pas capable de faire les deux à la fois. Les deux à la fois. C'était Mathieu Orphelin, qui était dans nos locaux ce matin. Merci de vos réponses à toutes nos questions. Député LaREM du Maine-et-Loire. Merci Valentin Pilate de vous être fait l'interprète des questions de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.